chini chima cha beto. Chini chima cha beto, meno ni tata masamba. Alino. Aka, nzoyi bwiri kumwelo. Batata na bayaya, na ba mama, na ba mpangi. Chaque minute compte. Là, il y a lion. Cœur il y a lion. Tuna. Donc, quand on a un samotu, ça contredire quoi. Chaque minute compte. Chima cha mbangi tena, chima cha kanda, chima cha beto kulu. Franchement, tantamboulé non. Bonsoir. Bonsoir. Ne vous en faites pas. Quand vous êtes dans le noir, vous êtes nombreux. Et j'ai loué un public pour vous aussi. J'ai tout un groupe qui ont même la trouille de rentrer sur scène. Ils se posent la question, qui rentre le premier, qui rentre le premier. Et qui rentre le premier, qui rentre le premier. Mais ce qui est magnifique aujourd'hui, parce que vous aurez la chance d'assister à un groupe dont la majorité, on s'est rencontrés et on a travaillé ensemble il y a 20 ans. Chacun est parti faire son chemin et chacun a fait ce qu'il pouvait faire dans sa petite vie. Ils ont créé des compagnies chacun dans son coin, presque dans tous les 4 coins de France. Et aujourd'hui, par la magie de la parole, on va tous se retrouver. Et donc, je sais comment ça va commencer. Je sais quelques idées, mais je ne vous garantis pas où on va y aller. Mais quoi qu'il se passe, c'est en faisant le mouvement qu'on fait le voyage. Lourde charge. Comment prendre la parole pour parler de Mandela? On a l'habitude de raconter des histoires, mais des histoires et légendes du parfum d'Afrique profonde. Car c'est là où siègent les racines. Mais nous, les conteurs d'aujourd'hui, on est aussi obligés de temps en temps de penser un peu au récit qu'on dit d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des nouvelles histoires à raconter qui datent des années 60. Ça veut dire l'entrée des indépendances. À l'entrée des indépendances, sans oublier que toute la littérature francophone qui existait avant l'indépendance, disons, si je parle du Congo-Brazzaville, tout ce qui a été raconté en 58 est une littérature française. Tout ce qui a été écrit en 59 était encore la littérature française. Et tout ce qui a été écrit en 60, alors là, les choses changent. Aujourd'hui, je me suis baladé avec ça. L'enfant noir. L'un des écrivains qu'on appelait Kamara Lai. Et ce titre est sorti en 60. Donc, on est dans la littérature africaine, qui est des classiques. À ma grande surprise, là, je viens de tourner dans le Maghreb pour leur parler de la littérature africaine et les contes et légendes du coin. Et je me suis rendu compte que par génération, cette génération des années 50, eux, c'était leur classique, jusqu'en 70, jusqu'en 80, voire jusqu'en 90. Et après, il y a eu des générations guerre. On leur parle de ça, ils ne comprennent pas. Donc il faut aller dans le texte, puisqu'ils connaissent un peu quelques bribes de texte. Et nous avons aussi des histoires à raconter sur Lumumba. Les gens l'appellent père de l'indépendance. La génération d'aujourd'hui disent peut-être un kamikaze. Après, on parlera de Youlou.
posera la question, mais c'est qui ce nom? Mais Youlou. Youlou, un labé, premier président du Congo-Brazzaville, et encore plus croustillant. Aujourd'hui, il y en a ceux qui se présentent comme ses fils, les enfants de l'abbé. Il y a des choses à raconter. Et après, on parlera de Neto. Neto, le président de l'Angola, mais un grand poète. Toute une génération ne chantait, ne vivait que sur les textes de Neto. Et chaque fois qu'il y avait une question, qu'on avait du mal à répondre avec les proverbes de chez nous, on faisait recours à Neto. Agostino Neto. Et après, on arrivera à vous parler. On ne parlera pas de la Guinée, on évite tout ce qui fâche. Restons sur Camaralal, qui est de la Haute-Guinée, puisqu'après, il y en a eu 3 Guinées. Sur les 3 Guinées, avec des colonisateurs différents. Et pourtant, le fils de ces 3 Guinées s'est retrouvé au Sénégal, où il a écrit presque l'ensemble de son œuvre. Et au Sénégal, qui le protégea au Sénégal? Là, on parle de Léopold Sédar Senghor. Un président poète et écrivain. Le premier noir à l'Académie française. Un chrétien qui dirigeait un pays à 80% musulmans. Et surtout, à son départ, il prépara quelqu'un, un musulman, à le succéder. L'homme avec ses airs qui créa la formule la négritude. Après, on part encore sur ce qui est encore plus costaud. On parlera de Thomas Sankara. On dira, là on est au Burkina Faso, dans la Haute-Volta, on dira c'est trop récent. Parce qu'on ne peut pas parler de Thomas Sankara si on n'a pas parlé de Fanon, qui nous donne la porte d'accès sur la Méditerranée. Noir, je dirais, les filles, mais qui nous ouvre, qui meurt pour l'Algérie. En nous disant sur pas mal de textes, en quoi ça sera important si l'Afrique récupère son or. Je vous fais un petit bribe de texte pour faire entrer les musiciens. Avant que je vous raconte toutes les histoires. Parce que quand j'entendais ceux qui savaient lire dans le périmètre nous parler de Kamahalai, je voyais que les mots qui sortaient de leur bouche, et quand ils parlaient de ce texte-là, ça ne correspondait pas avec mon vécu de tous les jours. Et pourtant, le texte était africain. Oui, il parlait du forgeron. Moi, je suis du bassin du Congo. Le forgeron, nous on dit c'est celui qui fabrique les râteaux, qui fabrique les houes, qui fabrique les pelles. Mais on ne savait pas que ce métier était le métier de forgeron. Et le forgeron était entouré de toutes... il devait parler au fer. Et à chaque fois qu'il aplatissait le fer, il fallait qu'il parle, il fallait qu'il dise des dictons, il fallait qu'il puisse trouver les comptes pour raconter tout ce qui est autour de ce fer-là. Donc chez le ferrailleur était l'endroit où on pouvait écouter les contes des gens. Et donc l'histoire qui est par exemple dans ce livre, où cet enfant qui joue juste à côté de la case de son père, qui est le ferrailleur, ce forgeron, de peur parce qu'il y a le feu, et là où il y a le feu, l'enfant ne peut pas rentrer. Donc l'enfant reste tout autour de la case. On le prend en sécurité. Mais l'enfant, en jouant, il voit là un serpent. Un serpent qui s'approche de la case de son père. Il coupe un morceau de roseau. Il s'approche du serpent. Et il met le roseau dans la gueule du serpent. Et le serpent commence à avaler le roseau. L'enfant était content de se dire
il mange un bout de bois. Et lui, il fonce. Il fonce. Le problème, c'est que chaque fois que le roseau partait dans la gorge du serpent, ses doigts avançaient de sa gueule. L'enfant, dans son ignorance, continue à avancer, à pousser le roseau dans la bouche du reptile. Et là, un jeune qui était chez le ferrailleur comme apprenti a vu cela, il était grand, il était déjà averti. Il arrive, il appelle le père réagit dans sa case et sa réaction fait pousser les cris de la mère et l'ami du père attrape le petit. Tout le monde tremblait et le petit ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait peur. Et sa mère qui arrive pour témoigner sa peur, et il donne des claques à son petit. Et le petit se met à pleurer, mais pas pour les coups de claque, au fait, c'est plus pour... Ils ont fait fuir son serpent. Première leçon de cette histoire de l'enfant. La mère a regardé et dit, il ne faut plus jamais jouer à ça. L'enfant ne comprenait pas pourquoi jouer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai donné un roseau, un serpent, apparemment il aimait. Je jouais à quoi? Et la mère était obligée de convaincre l'enfant qu'un serpent, aussi tranquille qu'il peut être, il peut aussi être dangereux. La rencontre du danger chez un petit Africain en toute liberté. Les forêts, quand ils sont déboisées, les bêtes n'ont plus à quoi se nourrir, alors ils viennent au village. Les plus forts peuvent se protéger et les plus faibles alors. Un petit clin d'œil au réchauffement climatique. Je vous lis cette partie. Un texte que tous les enfants de mon âge ont appris par cœur. Je vous avoue que des fois, je ne comprenais pas le fond du texte. Et le fait de le retravailler tout le temps, on y apprend l'évolution. À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaita, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme de champ, femme de rivière, femme du grand fleuve, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh toi ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissant le cœur, toi qui passionnément supportais mes caprices comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de résignation, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, Dama de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la sienne. À chaque pas m'accompagne, oh Dama, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, merci, 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 tant ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si près de toi. Toi, ma mère, je t'aime. Mon corps le bien! Non! Mon corps le bien! Non! Quoi le bien? Non! Faut que la foque! Non! Et faut souka! Wa! Il soum! Non! Il! Ya! 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 Il! Ya! 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 Mame! Mayebe! Mame! Mayema! Mame! Mayema! Mame! Mayema! Mame!
On raconte. Et on continue toujours à le raconter. Mandela, il disait, quand on emprisonne son ennemi, on devient prisonnier de son prisonnier. On laisse l'autre jouir de sa liberté, de mettre en valeur la sienne. Et on dit, on continue à le dire chez nous que si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais.
son beau-fils. Il trouvait que son beau-fils était un flemmard. Chaque fois que sa fille disait, mais il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille s'amuser, il faut qu'on fasse sortir les enfants. Il répondait qu'écoute, mes enfants ne sont pas des petits chats, il faut chaque fois aérer. Et quand la belle-mère, la belle-maman venait pour dire, il fait beau par chez vous, ça vous dirait de sortir un peu? La belle-mère le savait au fond de lui que son beau-fils va empêcher la sortie en famille. Du coup, le contact entre les deux, c'était un problème. Ce que je vous raconte il y a tellement longtemps, mais je sais que qui de mon passant vous dira que c'est aujourd'hui. La belle-mère ne supportait pas son beau-fils, le beau-fils, pareil. Le frère disait, quand on lui dit, qu'est-ce que tu fais du chat? Il dit, je crois que ce soir, je veux tuer le chat. Et pourquoi tu vas tuer le chat? Pourquoi tuer le chat? Il répond, parce que je veux tuer le chat, parce qu'il y a ma belle-mère qui va venir ce soir. Et pourquoi tu vas tuer le chat? Parce que ta belle-mère arrive et dit, mais pour qu'au moins qu'elle sache qu'il n'y a personne qui l'aime ici. La haine, la violence entre les deux, c'était devenu un problème. Jusqu'au jour, un 14 juillet, tout le monde était appelé d'aller voir le feu d'artifice sur le chemin qui porte l'océan Méditerranée. La mer, tout le monde voyait de voir les feux d'artifice. Oh, il t'a porté par la bande du monde du à la famille d'aller voir le feu d'artifice. Tout le monde a fait la tête. Personne ne regardait personne. La fille se trouvait au milieu entre son mari et sa mère. Dit, mais si c'est pour avoir cette ambiance, je préfère qu'on reste là. Au moins, on sera tous devant la télé et personne ne regardera l'autre. Le temps a passé. L'ironie d'histoire. Un fou. Au nom d'un Dieu incroyable, un fou qui crie le nom de Dieu pour tuer. Quel carnage, quel scandale, quelle tristesse. L'innommable était là. Les plus grandes victimes étaient les enfants, les femmes qui voulaient protéger leurs enfants. Il y a même eu des jeunes qui se sont jetés dans l'eau et pourtant ne savaient pas nager. Je vous laisse suivre là de suite. Scandale. À la grande surprise, la belle-mère s'est approchée de son beau-fils. Elle dit, tu sais, tu es un petit couillon, mais je crois que tu me plais. Grâce à toi, j'ai au moins sauvé ma famille. Et depuis ce jour, ils ont transformé le côté détesté de l'un à l'autre à quelque chose. Je comprends ta fatigue et ta mollesse. Et le disait, je te comprends, ma belle-mère. C'est ainsi. Comme quoi. C'est qu'on est capable de transformer la haine à son inverse. Par la bande, moi je sais.
photo. Une toute petite. Elle était belle. Elle était belle. Mais elle était petite. Elle était petite, elle était belle. Mais elle avait aussi une tête. Oui, parce que les filles ont aussi une tête. Ça ne sert à rien de les voiler de tête aux pieds parce que ça parle. Donc si on ne veut pas écouter brailler une fille, laisser ses cheveux au fond. Mais elle était petite, elle était belle. Elle aidait aussi ses parents, qui faisaient d'elle une fille très intelligente. Très tôt, elle avait appris qu'il faut aider les parents. Pour que plus tard, les nôtres aussi puissent l'aider plus tard. Et c'est une forme de tradition et la forme de transmission. Et aussi, c'est l'héritage. L'héritage d'apprendre à un enfant d'aider ses parents pour que ça puisse passer aussi à l'autre. Et comment elle aidait ses parents? C'était tout simple. Tous les matins, elle prenait une calebasse. Une calebasse, je sais que vous connaissez tous une calebasse. Une calebasse, c'est une courge sèche qu'on a vidé l'intérieur, c'est notre saladier. Elle déposait la calebasse sur la tête. Oui, ça peut servir aussi comme ça. Parce que toujours il faut déposer quelque chose sur la tête pour nous protéger des sonorités bizarres. Bien, vous direz bien que, comme disait le poète, que heureux les fêlés, car il laisse passer un peu de lumière. Il faut aussi de temps en temps le protéger. Alors, la calebasse sur la tête se dirigeait à la rivière. La calebasse sur la tête se dirige vers la rivière. Mais la rivière n'est pas juste à côté de la case. Mais il faut aller traverser la forêt, traverser la savane et arriver à la rivière.